Je vous propose aujourd'hui une histoire de Toulouse et des territoires qui ont longtemps fait partie de sa zone d'influence. Cela commence au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ, avec l'arrivée d'un peuple celte venu du nord des Alpes, les Volsques. Une fois arrivés près de la Méditerranée, ils se séparent en deux clans. Celui des Aricomiques, centré sur l'oppidum de Nîmes, et celui des Tectosages, centré sur l'oppidum de Toulouse. Il faut savoir que celui-ci se trouvait alors décentré par rapport à la ville actuelle, et se situait au niveau de la commune de Vieille-Toulouse. La prospérité de Toulouse réside alors dans deux facteurs. Le commerce avec le monde grec en Méditerranée d'une part, et le contrôle des gisements métallifères dans les montagnes noires et dans les Pyrénées d'autre part, notamment de l'argent. En 124 avant Jésus-Christ, la conquête de la Gaule transalpine par les Romains constitue une bascule. Si la progression en Provence et le long du Rhône se fait au prix de batailles majeures, la conquête du pays des Volsques semble se faire plus facilement à partir de 120 avant Jésus-Christ. Les Tectosages acceptent la domination romaine en échange d'une certaine autonomie. Les Romains font alors de Narbonne la capitale de leur nouvelle province. Dès 109 avant Jésus-Christ, la Gaule subit sa première invasion germanique, celle des Cimbres et des Teutons. Profitant du fait que les Romains sont occupés à la défense du Rhône, les Tectosages se rebellent contre Rome. Ça se termine très mal, puisque les Romains s'emparent de Toulouse en 106 avant Jésus-Christ et pillent son trésor qui s'avère considérable. Celui-ci disparaît mystérieusement lors de son rapatriement vers Rome, ce qui donnera lieu à de nombreuses légendes. Ainsi s'achève la première phase d'indépendance de cette ville. Toulouse devient rapidement l'une des villes les plus riches de la Gaule narbonnaise, grâce à ses terres à blé échangées contre du vin d'Italie. Lorsque Jules César conquiert le reste de la Gaule dans les années 50 avant Jésus-Christ, Toulouse est déjà complètement intégrée au monde romain. Elle finit par être déplacée sur les bords de la Garonne autour de 10 avant Jésus-Christ, au niveau de l'actuel centre-ville, afin de mieux profiter des échanges commerciaux qui sont en pleine croissance. Un rempart de 3 km est construit vers les années 30 après Jésus-Christ, en même temps que les principaux édifices de l'époque romaine, et la ville atteint alors entre 15 et 20 000 habitants. À noter que l'abondance de l'argile favorise l'utilisation de la brique aux dépens de la pierre, ce qui ne sera pas favorable à la conservation de ces anciens édifices. Si de premières communautés chrétiennes sont mentionnées au IIIe siècle, le christianisme ne s'y développe vraiment qu'à partir du IVe siècle, comme ailleurs en Gaule méridionale. Grâce à ces remparts, la ville semble relativement épargnée par les invasions germaniques jusqu'en 413, date à laquelle les Wisigoths s'emparent de la ville et s'avancent jusqu'à Bordeaux. Ils poursuivent leur raid en direction de l'Hispanie, mais acceptent finalement de s'allier aux Romains contre les autres envahisseurs. En échange de leur aide efficace, ils obtiennent un immense royaume fédéré en 418 avec Toulouse pour capitale. Ainsi s'amorce la deuxième phase de gloire de cette ville. Les Wisigoths restaurent la paix dans la région tout en cherchant à s'étendre aux dépens de Rome. Le roi Théodoric parvient à faire reconnaître son autorité sur la Novem Populani, mais il meurt à la bataille des Champs cataloniques en 451 face aux troupes d'Attila. À partir de 466, le roi Euric reprend la politique guerrière avec une grande efficacité. Il s'empare d'abord de la Narbonnaise et de l'Hispanie, en profitant de l'extrême faiblesse de l'Empire d'Occident. Puis il poursuit vers l'Auvergne et enfin vers la Provence. Il envisage sans doute de continuer vers l'Italie, lorsque le Germain Odoacre dépose le dernier empereur d'Occident. Le royaume wisigoth atteint ainsi son apogée en cette année 476. Sous le règne d'Alaric II, celui-ci apparaît comme le plus puissant des royaumes romano-germaniques. Mais l'expansion des Francs ne va pas tarder à remettre en cause cette domination. En 507, la victoire des Francs à la bataille de Vouillé provoque la perte d'un territoire immense de la Loire aux Pyrénées. La capitale est alors recentrée à Narbonne, puis plus tard à Tolède.
C'est à cette époque que le pôle de vitalité de la Gaule amorce son déplacement du sud vers le nord, de Toulouse vers Paris. Largement délaissé par les Francs, le sud de la Gaule profite de l'affaiblissement des Mérovingiens après la mort de Dagobert en 639 pour reprendre son autonomie. Pour y restaurer leur autorité, les Francs y fondent 2 duchés, celui de Vasconie, centré sur Bordeaux, et celui d'Aquitaine, centré sur Toulouse. Mais les ducs en place ne tardent pas eux-mêmes à se rebeller contre l'autorité royale, incarnée par les maires du palais. Vers 660, Félix devient duc de Vasconie et d'Aquitaine, et fait de Toulouse la capitale d'un duché indépendant de facto. Son successeur Louis Ier poursuit la lutte et agrandit fortement le territoire vers le nord sur toutes les anciennes possessions wisigothes. Cette initiative est finalisée par le duc Eudes, qui règne de 688 à 735 sur un territoire immense s'étendant jusqu'à la Loire et l'Auvergne. Le duché de Vasconie et d'Aquitaine est alors aussi puissant que la Neustrie et l'Austrasie, où les maires du palais continuent de faire la loi. Cette restauration de la puissance toulousaine est toutefois remise en cause par l'arrivée des Arabes musulmans, qui s'emparent du royaume wisigoth dans les années 710. Eudes parvient à repousser une première attaque du califat en 721, mais il doit finalement ployer face à une attaque plus massive en 732, qui remonte pratiquement jusqu'à Poitiers. L'intervention du maire du palais, Charles Martel, permet de sauver le duché, mais cette date marque aussi son retour dans le giron des Francs. Pour Toulouse, s'amorce alors un passage à vide qui va englober toute l'époque carolingienne. Le comté de Toulouse est créé par Charlemagne en 778, mais ce n'est alors qu'un simple pagus du royaume d'Aquitaine qui fait pleinement partie de l'empire carolingien. Puis en 843, la région est intégrée à la Francie occidentale suite au découpage de l'empire. C'est aussi l'époque des invasions vikings qui remontent la Garonne jusqu'à Toulouse à 2 reprises. On entre alors dans l'âge féodal, marqué par la prédominance des pouvoirs locaux. L'avènement des Capétiens en 987 conforte l'indépendance de facto de tout le sud de la Gaule, à commencer par celle du comte de Toulouse. L'influence de ce dernier s'étend très loin, sur fond de rivalité croissante avec le comte de Barcelone. Cette rivalité prend une nouvelle ampleur à la fin du XIe siècle sous le règne de Raymond IV. Elle se manifeste notamment en Provence, avec une indivision entre les 2 maisons. Les richesses acquises par Raymond IV lui permettent d'accélérer l'édification de la basilique Saint-Cernin, dont l'essentiel est construit en moins de 25 ans. Il peut également s'imposer comme le chef le plus puissant de la première croisade en 1099. Mais comme le royaume de Jérusalem lui échappe au profit de Godefroy de Bouillon, il se taille son propre fief centré sur Tripoli. Celui-ci sera finalement récupéré par son fils aîné en 1109, tandis que le cadet Alphonse Jourdain récupère le comté de Toulouse. Sous son règne, l'union du comté de Barcelone au royaume d'Aragon le rend encore plus puissant. En parallèle, les influences toulousaines et barcelonaises se compartimentent en Provence. En 1147, la mort d'Alphonse Jourdain s'accompagne de la création d'une administration municipale, celle des capitouls, chargée de faire appliquer les lois. Cette époque est aussi celle de l'expansion du mouvement cathare dans la région. La lutte contre cette hérésie est confiée aux cisterciens, ce qui ne fait qu'exacerber les hostilités. En 1209, sous le règne du comte Raymond VI, l'assassinat du légat Pierre de Castelnau pousse le pape à lancer ce qu'on appelle la croisade des Albigeois, menée par les Français sous le commandement du légat Arnaud Amaury. Les croisés s'emparent d'abord des vicomtés de Béziers et de Carcassonne, qui sont confiés au seigneur Simon de Montfort, ce qui place celui-ci à la tête de la lutte contre Raymond VI. Ce dernier s'allie alors avec son éternel rival, le roi d'Aragon, mais ils subissent ensemble une défaite majeure à Muret en 1213. Simon de Montfort récupère l'ensemble du territoire, sauf les possessions à l'est du Rhône, qui font partie du Saint-Empire. C'est de là qu'est menée la résistance, confortée par la révolte des Toulousains en 1218,
qui finit par entraîner la mort de Simon de Montfort. Le comté connaît alors une dernière phase d'indépendance sous le règne de Raymond VII, mais il doit faire face aux attaques répétées des rois Louis VIII et Saint-Louis, qui parvient à arrimer le territoire au royaume de France en 1229, à l'exception de l'est du Rhône, qui deviendra le comtat venessin. Il reste encore à éradiquer l'hérésie cathare, qui perdure dans la région. Dès 1215, le prêtre Dominique de Guzman a fondé l'ordre des Dominicains à Toulouse, pour la combattre plus efficacement. Pour cela, il peut s'appuyer sur le développement de l'Inquisition, fondée en 1199 pour lutter contre ces hérésies. Le dispositif est complété en 1229 par la fondation de l'Université de Toulouse, qui devient la deuxième de France après Paris. Elle est destinée à former les élites religieuses chargées de convertir les hérétiques. Le catharisme finit ainsi par disparaître en l'espace de quelques décennies, et Toulouse devient une simple marge du royaume de France. Après une phase de déclin au XIVe siècle, Toulouse ressort la tête de l'eau dans la deuxième moitié du XVe siècle. Dès 1443, elle se dote d'un parlement muni de prérogatives judiciaires, qui devient le deuxième du royaume après celui de Paris. En parallèle, le développement de la culture du pastel provoque un véritable boom économique. Le Lauragais devient alors le pays de cocagne, dont la richesse deviendra proverbiale. C'est à cette époque que sont construits de nombreux hôtels particuliers, et que la cathédrale Saint-Étienne achève l'essentiel de ces transformations. Dans la deuxième moitié du XVIe siècle, la ville est particulièrement touchée par les guerres de religion. Puis au XVIIe siècle, la concurrence croissante de l'indigo, cultivé dans les colonies, met un terme au monopole du pastel, provoquant un déclin économique. Le XVIIIe siècle voit l'érection de l'actuel Capitole en tant que lieu de réunion des capitouls, qui va devenir le symbole de la ville. C'est aussi à cette époque qu'est créée l'Académie royale de peinture, la seconde de France après Paris, d'où sort notamment le peintre violoniste Dominique Ingres. Le XXe siècle marque le développement du secteur aérospatial qui va contribuer à refaire de Toulouse une capitale économique de premier plan et une ville étudiante majeure. Avec plus d'1 million d'habitants, elle est redevenue la 4e unité urbaine de France et connaît la plus forte croissance après Montpellier. Comme en souvenir des temps antiques où elle détenait la première place, le rôle de Toulouse est redevenu capitale.